Bonjour à tous. Eh bien, je suis heureux de vous présenter la dernière émission de notre web TV. Provisoirement, peut-être nous le reprendrons par la suite, mais là, nos engagements divers, notamment avec les conférences articulées et théâtralisées que nous faisons, nous occupent vraiment beaucoup. Et par ailleurs, eh bien, depuis un mois et demi maintenant, je présente une chronique sur France Culture tous les jours qui s'appelle Le Pourquoi du Comment, que nous préparons aussi avec l'association DAJA et que vous pouvez facilement consulter en écoutant France Culture ou alors par le podcast. Alors aujourd'hui, pour conclure donc provisoirement, j'ai voulu vous présenter une émission qui est consacrée donc à un personnage qui est mort au mois de novembre 1917 et qui est le clown Chocolat. Donc l'histoire du clown Chocolat, en fait, vous savez, c'est un personnage qui était complètement ignoré de notre vie culturelle et que nous avons redécouvert lors de notre premier projet associatif qui visait à montrer la question du racisme, comment des individus qui étaient confrontés au racisme pouvaient réagir. Et j'avais trouvé dans un livre d'un auteur dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, Marc Angenot, un linguiste canadien, une référence, une petite note de bas de page sur ce fameux clown. Et donc j'ai tiré le fil et on a trouvé cette histoire absolument extraordinaire d'un personnage qui aujourd'hui est mieux connu, notamment grâce au film Chocolat avec Omar Sy dans le rôle titre, film qui est tiré de nos travaux, à la fois de l'association et puis des deux ouvrages que je lui ai consacrés. Alors, que dire dans le cadre de cette émission sur ce personnage? Eh bien, tout d'abord, il faut rappeler que c'était un esclave. Il est né esclave à La Havane, donc il n'a jamais eu de nom de famille, il n'avait qu'un prénom, Raphaël. On ne sait pas exactement non plus sa date de naissance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été vendu à un riche colon espagnol, donc qui était le propriétaire les plus riches de Cuba, qui l'a acheté pour le confier à sa mère, qui avait une ferme en Pays Basque, dans un petit village qui s'appelait Sopuerta. Donc, on peut estimer que Raphaël avait entre 10 et 12 ans quand il a fait ce grand voyage transatlantique pour arriver au Pays Basque. Et dans ce village, eh bien, les paysans, les paysannes n'avaient jamais vu de noir. Et donc, leur premier réflexe a été de lui blanchir la peau, d'essayer de lui blanchir la peau avec une brosse qu'on utilise pour les chevaux. Donc c'est une forme de sévice physique extrême. Et celui qui deviendra par la suite le clown Chocolat, qui s'appelait encore Raphaël, s'est enfui. Il s'est enfui, il a cherché du boulot, il a travaillé sur le port Bilbao pendant quelque temps, et puis il s'est engagé comme domestique au service d'un clown anglais qui s'appelait Tony Grice. Les clowns anglais, il faut bien savoir, à l'époque, c'était des véritables stars qui circulaient dans tous les cirques d'Europe et donc qui pouvaient avoir à leur service des domestiques. Donc Raphaël, il était à la fois le domestique qui servait les plats, qui s'occupait des enfants et qui était l'auxiliaire du grand clown qui lui portait ses valises et qui était aussi ce qu'on appelait le faire-valoir ou le cascadeur, c'est-à-dire celui qui prenait les coups. Et en 1886, Tony Grice a été embauché par un établissement prestigieux qui venait d'ouvrir à Paris, qui s'appelait le Nouveau Cirque, situé au 251 de la rue Saint-Honoré. Aujourd'hui, c'est un grand hôtel. On a mis d'ailleurs une plaque commémorative pour rappeler que le clown Chocolat s'était produit dans ce lieu. Et là, il arrive. Alors, au départ, comme je le disais, il est là pour porter les valises, pour prendre les coups, dans un numéro à claque, comme on dit, qui était fréquent déjà chez les clowns. Et puis alors, ce qui va se produire d'extraordinaire, lui qui ne parle pas français, qui est un travailleur immigré, si vous voulez, qui est analphabète également, 2 ans plus tard, en 1888, il devient le personnage principal d'un spectacle qui s'appelle La Noce de Chocolat. Donc ce spectacle va vraiment le lancer dans le monde du spectacle parisien, parce qu'il faut savoir que le Nouveau Cirque, c'était à la fois un cirque, mais aussi un music-hall. Donc il y avait des spectacles extrêmement divers, depuis des spectacles avec des animaux, comme dans les cirques classiques à cette époque, des numéros de clowns, des numéros de cascadeurs, mais aussi des chansons, des vaudevilles, comme on disait, des petits spectacles qui concluaient
donc les manifestations. Et la spécialité du nouveau cirque, c'est que la piste se transformait en piscine. Là, c'était la grande innovation. Et donc, chaque spectacle se terminait finalement par tous les artistes qui plongeaient dans l'eau. Voilà. Et donc, la noce de chocolat, c'est sur le modèle classique du Pierrot, de mariage de Pierrot, si vous voulez, où il y a une cérémonie du mariage, des cascades, etc. Et les artistes plongeaient dans l'eau. Donc, cette pantomime nautique, intitulée la noce de chocolat, aura un très grand succès. Il y a une affiche d'ailleurs très, très célèbre où on le voit. Donc Chocolat avec sa compagne, bras dessus, bras dessous. Et à l'époque, ça ne suscite pas tellement de discussion sur le premier couple interracial, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Alors qu'elle est blanche, blonde, et lui est noir. Il n'y a pas de débat là-dessus parce que, j'ai essayé de comprendre pourquoi, hein, je pense que le clown Chocolat n'est pas vu comme vraiment encore un être humain. Ou en tout cas, il est vu comme un enfant, comme un personnage de conte, comme le Pierrot, etc. Donc, il n'y a pas de débat, alors même qu'on est dans un contexte où le racisme est très fort. La preuve, c'est que son surnom qui lui a été donné, Chocolat, à l'époque, les Noirs, on les appelait Bamboula ou Chocolat. Donc, c'est vraiment une insulte, on pourrait dire, raciste, qui va lui coller à la peau, c'est le cas de le dire, et il va être d'ailleurs caricaturé à de nombreuses reprises par Toulouse-Lautrec, qui le représente avec une tête de singe. Et ça ne suscite absolument aucune contestation, aucun débat. Donc la question qu'on peut se poser, vous voyez, c'est quelle est la cause de ce succès du clown Chocolat. Et moi, je pense que ces causes, elles sont multiples. Il y a des gens, effectivement, qui rient parce que les Noirs faisaient rire. À l'époque, on les considérait comme de grands enfants. Ce n'était pas le racisme au sens où il peut exister aujourd'hui, parce qu'à l'époque, le racisme tel qu'on connaît aujourd'hui, il était tourné surtout contre les Juifs, plus que contre les Noirs, parce que c'était les débuts des liaisons qui commençaient à s'établir avec l'Afrique, etc. Mais il est vu donc comme un grand enfant qui fait rire. Donc on rit, voilà, c'est pas méchant si vous voulez. Il n'y a pas du tout d'agressivité ou de violence encore à ce moment-là. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'aussi, moi j'ai lu tous les comptes rendus de presse de ces spectacles, un certain nombre de gens sont fascinés par le talent du clown Chocolat. Parce que c'est le premier artiste qui présente à un public français la culture des esclaves afro-américains. Même si lui, il a appris ça dans la rue, hein, il n'a pas fait d'école de danse, mais il a en lui cette culture qui véhicule dans sa manière de bouger, et c'est ça qui va séduire finalement beaucoup le public français. Donc à partir de ce moment-là, il devient une vedette. C'est l'une des deux grandes stars du nouveau cirque. Il va jouer dans une multitude de spectacles. Il disait lui-même à la fin de sa vie qu'il avait porté 1500 costumes différents. Donc, au nouveau cirque, il va jouer toute une série de rôles différents, toujours dans des pantomimes. Hein. Il y a toujours quand même le critère du rire qui reste fondamental, mais il va aussi se produire dans beaucoup d'autres endroits. Et ce qui va se passer, c'est que 7 ans après son arrivée au nouveau cirque, il va se mettre en duo avec l'autre vedette de ce cirque qui s'appelait Footit. Footit, c'est un clown anglais, donc qui fait partie de cette grande tradition des clowns anglais, qui est lui-même un héritier, on pourrait dire, parce que son père tenait un cirque. Donc il a le talent de gymnaste, d'acrobate, qui caractérisait aussi à l'époque les clowns, et ils vont se mettre en duo l'un avec l'autre. Mais contrairement à ce qui a pu être écrit par la suite, où on a présenté Chocolat comme le faire-valoir de Footit, ils sont à égalité, ils sont tous les deux des artistes qui sont des grandes vedettes. Et c'est ça qui va, je dirais, déclencher l'extraordinaire succès qu'ils vont avoir à la fin du XIXe siècle, parce qu'ils vont apporter leurs compétences réciproques pour inventer un nouveau genre qu'on va appeler la comédie clownesque. Et lorsqu'on regarde leur spectacle, on a des traces, hein, parce que les frères Lumière, ça fait partie des premiers artistes qu'ils ont filmés. Donc moi j'ai regardé ces archives qui sont conservées à la Cinémathèque, et on voit très bien ce qu'apporte l'un et ce qu'apporte l'autre. C'était Footit qui écrivait leur petit sketch, mais il y a une gestuelle, une manière de se comporter, d'introduire aussi un petit peu de la dérision, de la dissidence qu'on trouve chez le clown Chocolat. C'est pour ça qu'on peut considérer que le clown Chocolat, ça a été le premier Auguste du cirque français. Donc vous savez, l'Auguste, je pense que tout le monde a été au cirque
dans sa jeunesse. Aujourd'hui, l'Auguste, c'est celui qui a le nez rouge. C'est souvent celui qui fait des facéties pour tourner en ridicule le clown blanc, sévère, etc. Et là, on trouve déjà, dans les duos de Foutit et Chocolat, cette tradition. Donc leur succès va être énorme. Ils vont jouer dans toutes les salles de spectacle, au Moulin Rouge, et même à l'opéra, hein, dans les salons de l'aristocratie. Ils vont jouer, par exemple, chez les Rothschild. Hein. Donc l'apothéose, je dirais, pour eux, ça a été l'exposition universelle de 1900. C'est vraiment là qu'ils s'imposent, on les voit, ils se déguisent, ils ont toute une série aussi d'interventions qui sont très modernes quelque part. Par exemple, il y a leur spectacle, un vaudeville qui s'appelle Paris Ballon, qui date de 1902, où tous les deux se déguisent en femmes et échangent leurs couleurs. Donc il y a un vaudeville et ils veulent, disons, séduire le même personnage. C'était un aventurier qui était dans un ballon. Enfin bon, il y a toutes des anecdotes là-dessus. Et ils ont des crèmes, vous voyez, pour se maquiller, et puis ils échangent leurs crèmes, donc Foutit devient noir et Chocolat devient blanc. Enfin, il y a toute une série de jeux qui sont très postmodernes, on pourrait dire déjà à l'époque, et qui faisaient beaucoup rire les Français. Leur popularité à Foutit et Chocolat était telle que l'industrie du jouet s'en est emparée. Il y a eu des jeux, il y a eu aussi des bandes dessinées, le cinéma, la publicité, et il y a même eu une polka, la polka Foutit et Chocolat, qui passait au début du spectacle. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que Chocolat ne va pas apparaître comme le porte-parole de la culture noire en France à cette époque-là. Les élites noires venaient de Haïti, c'était des étudiants de la République donc de Haïti, qui étaient issus des familles aisées, qui venaient faire des études à Paris. Ils avaient un journal qui s'appelait Fraternité, mais ils ne vont pas voir les spectacles de Chocolat. Hein. Il n'y a pas de communauté noire constituée à l'époque, c'est plutôt des alliances qui se font par milieu social. Et Chocolat, bien que le Nouveau Cirque ait été une salle prestigieuse qui était fréquentée par l'aristocratie, eh bien c'est un artiste qui va être très populaire, notamment vis-à-vis des enfants. Parce qu'il va devenir justement cette image du grand enfant, tel qu'on voyait à l'époque les Africains, eh bien, va créer une sorte de proximité, une identification des enfants. Et comme dans ces spectacles, c'est celui qui incarne la dissidence par rapport au clown blanc, eh bien, les enfants s'identifient. Alors ça va donner d'ailleurs lieu à toute une industrie. Je vous ai parlé du cinéma, les films des Frères Lumière, mais il va y avoir des bandes dessinées, il va y avoir des jeux, des jouets à l'effigie des clowns Foutit et Chocolat. Et le clown Chocolat, jamais il n'obtiendra d'état civil. C'est-à-dire la République française, qui pourtant avait mis fin à l'esclavage en 1848, n'a pas jugé utile de lui donner un nom, un prénom. Ce qui fait qu'il n'a jamais pu retourner, même en voyage, à Cuba, parce qu'il n'avait pas de papier, comme on dirait. Et il a rencontré une femme qui était originaire de Dieppe, qui était mariée à un douanier, qui a divorcé avec son douanier pour vivre en concubinage avec le clown Chocolat. Elle s'appelait Marie. Elle a été d'ailleurs rejetée par sa famille pour cette double raison. D'une part, elle vivait en concubinage, d'autre part avec un nègre, comme on disait à l'époque. Et donc, Marie va s'adapter et s'intégrer dans la société circassienne. C'est ça qui est extraordinaire. Si vous voulez, on peut dire que le clown Chocolat, on ne peut pas dire qu'il se soit intégré vraiment dans la société française, mais il a été vraiment intégré dans l'espace social que constituait le monde du cirque. Et les enfants, les deux enfants que Marie avait eus avec son premier époux, vont être adoptés, on pourrait dire, par Raphaël, et on va les appeler les petits chocolats. Et tout le monde va être persuadé que le père de ces enfants, c'était Raphaël. Et il y a un doute là-dessus, parce qu'effectivement, ces enfants avaient un physique qui les faisait beaucoup ressembler à des métis. Alors, malheureusement, la fille va mourir assez jeune, mais le fils, Eugène, va devenir lui aussi un grand clown qui va se produire dans le cirque Medrano dans les années 20. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que le clown Chocolat va être le premier artiste à se produire dans les hôpitaux. Donc le rire médecin, qui existe encore aujourd'hui, eh bien, on pourrait rappeler que l'ancêtre, le fondateur de cette
type d'exercice qui consiste à essayer de soigner ou d'aider un peu les enfants malades grâce au rire, c'est le clown chocolat qui l'a créé. Toutes les semaines, il allait dans les hôpitaux de Paris pour faire rire les enfants. Il a d'ailleurs eu une médaille de la part du pouvoir républicain pour le rôle qu'il avait joué à ce niveau-là. Malheureusement, je dirais qu'à partir de 1905, sa notoriété a commencé à décliner parce qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée, notamment de jeunes danseurs venus de Harlem, qui ont introduit en France une nouvelle danse qui s'appelle le cakewalk. Et ça va avoir un succès extraordinaire à Paris. Il y aura des cours de cakewalk dans toute la capitale. Et là, le clown chocolat, il paraissait un peu dépassé, un peu vieilli, parce qu'il incarnait la génération antérieure. Et donc, son contrat au Nouveau Cirque ne sera pas renouvelé. Il va chercher, évidemment, à continuer sa carrière d'artiste et il va essayer notamment de se lancer dans le théâtre. Et c'est là qu'il va solliciter Firmin Gémier, qui est le père fondateur de ce qu'on appelle le théâtre populaire, qui va lui proposer de jouer un rôle dans une pièce qui s'appelait Moïse, dans laquelle c'est une sorte aussi de vaudeville. Et donc là, pour Chocolat, c'est un moment tout à fait fondamental, parce qu'à l'époque, si vous voulez, il y avait une hiérarchie. Le théâtre, c'était le genre noble, le cirque, c'était beaucoup plus bas. Et lorsqu'il va vouloir franchir ce cap, passer du cirque, du vaudeville à la pièce de théâtre, au théâtre légitime, eh bien, ça ne va pas du tout marcher. Il va être ridiculisé, traîné dans la boue, et pour lui, ça va être extrêmement dur à accepter. Et il va après retrouver du travail dans d'autres cirques, notamment au Cirque de Paris, avec son fils, où il va faire un numéro avec un duo qu'ils ont appelé Tablette et Chocolat. Ils auront un certain succès, et puis, eh bien, Chocolat va décliner progressivement, et finalement, il va s'engager dans un cirque ambulant, le cirque Rancy, donc qui part en tournée, et il va mourir en 1917 au cours d'une tournée dans la ville où ils étaient installés, dans la ville de Bordeaux. Bon, il avait à l'époque, on ne sait pas exactement, mais il avait moins de 50 ans. Il faut dire qu'il menait aussi une vie un petit peu de patachon, on dirait aujourd'hui. Il buvait beaucoup, il sortait beaucoup, enfin voilà, ça a été aussi, cette vie d'artiste, elle était extrêmement difficile, et rares étaient les artistes qui pouvaient espérer vivre longuement. Et sa compagne, Marie, lui est restée fidèle, et elle est morte quelques années plus tard, eh bien, sur son acte d'état civil, qui est conservé dans la mairie du 18e arrondissement, c'est là que je l'ai retrouvé, vous l'avez là à l'image, là où il habitait, elle avait voulu, elle, être enterrée sous le nom de Veuve Chocolat. Donc ça a été inscrit initialement dans son acte d'état civil, mais après, il y a une main anonyme qui est venue barrer Veuve Chocolat pour redonner le nom qu'elle avait auparavant quand elle était mariée. Donc, si vous voulez, ça a été considéré, à juste titre, comme une sorte de trahison de sa mémoire, et une action a été proposée à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme du 18e arrondissement pour qu'on respecte le vœu de Marie. Alors nous allons maintenant passer à notre rubrique livre, comme toujours. Donc le premier livre dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'ouvrage d'un historien américain qui s'appelle William Lamont, livre qui s'intitule en français « Peau blanche, masque noir ». Il est paru aux éditions Zone Sensible cette année. Alors c'est un livre qui a été publié une première fois avec une préface de Jacques Rancière, qui vient d'être réédité. Et moi, j'ai fait une postface. C'est vraiment un livre très intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à un thème qui a été d'actualité récemment, qu'on appelle le blackface, la coutume voulant que des blancs puissent se grimer en noir.
Et là, cet historien américain, il nous raconte l'extraordinaire richesse, en fait, de ce type de spectacle depuis les débuts du 19e siècle. Ça vient de la culture des esclaves afro-américains à New York, jusqu'aujourd'hui, en montrant comment il y a eu des formes d'appropriation contradictoires, des enjeux de lutte extrêmement importants. Et je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à cette question-là, c'est très bien de lire cet ouvrage pour découvrir les choses au-delà des polémiques assez simplistes qui entourent cette question aujourd'hui. Je voudrais vous parler aussi d'un autre ouvrage publié par Myriam Cothias et Madeleine Doby à propos d'une écrivaine, dirions-nous aujourd'hui, antillaise, qui s'appelait Mayotte Capessia. Le titre du livre, c'est Mayotte Capessia, une femme des Antilles dans l'espace colonial français. C'est paru chez Armand Collin en 2012. Alors, Mayotte Capessia s'est fait connaître en France pour deux ouvrages qui ont fait scandale, qui ont été publiés en 1948 et 1950. Le premier s'intitulait « Je suis martiniquaise » et le second « La négresse blanche ». Et dans ces ouvrages, Mayotte Capessia défend des thèses qui peuvent aujourd'hui nous paraître assez scandaleuses, puisqu'elle proclame sa haine de l'homme noir et qu'elle dit préférer un homme blond aux yeux bleus, le français. Donc, ces ouvrages, qui peut-être seraient parus dans l'anonymat par la suite, ont eu un impact et ont suscité toute une série de polémiques parce que Frantz Fanon, dans l'ouvrage qui s'appelle « Peau noire, masque blanc », l'a fortement critiqué en le présentant comme une forme d'aliénation. Donc, les deux historiennes, Myriam Cothias et Madeleine Doby, restitue, je dirais, cette histoire-là dans son contexte en retraçant la biographie de cette Martiniquaise pour montrer comment elle a été prise dans toute une série d'enjeux et qu'en fait sa parole a été manipulée aussi pour justifier un point de vue très très négatif porté sur la communauté antillaise qui luttait pour son émancipation. Alors, le troisième ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est un livre pour enfants qui a été écrit par Annick Elias avec des illustrations de Martine Derrier. Il s'appelle « L'ami chocolat », publié par les éditions d'Aja. Oui, parce que nous avons une petite édition, comme nous l'avons déjà dit, qui permet de faire connaître comme ça des ouvrages qui n'ont pas forcément une grande diffusion. Alors, ça raconte évidemment, vous comprenez, l'histoire du clown chocolat, mais c'est adapté dans un récit pour enfants, transposé dans l'univers, on pourrait dire magique de l'enfance, du conte et de la littérature. Il y a également, à la fin de cette histoire-là, plusieurs pages de jeux, des mots mélangés, des charades, des mots croisés, et je trouve l'initiative intéressante parce qu'elle permet de passer, je dirais, de la lecture à la pratique. Et ça permet aux enfants qui ont lu cette histoire, évidemment, de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris dans des jeux où ils sont aussi eux-mêmes acteurs. Donc je vous recommande chaudement l'acquisition de cet ouvrage auprès de nous parce que nous sommes les diffuseurs de ces petits livres. Merci à tous et je vous dis peut-être à une prochaine séance, mais pour l'instant elle n'est pas programmée parce que nous avons trop d'engagements divers. Merci à tous.